Parvanel est étudiant de première année à la maîtrise en études de cinéma, option jeux vidéo, à l'Université de Montréal. Il est diplômé de l'Université de Montréal où il a obtenu un bac en études de cinéma, un certificat en études de jeux vidéo. Il s'intéresse à la représentation de la survie par le processus de la simulation dans les jeux vidéo. Et la conférence qu'il nous présente aujourd'hui s'appelle « Jeux vidéo et séries, le cas de The Elder Scrolls ». Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer immédiatement. J'ai quand même une posture assez rigolote aujourd'hui, en fait, parce que j'ai suivi le cours, le séminaire de Martha le trimestre passé. J'étais un peu le video game guy dans ma classe. J'étais le seul, en fait, qui apportait toujours des exemples en jeux vidéo et tout ça. Et là, quand elle m'a invité, en fait, je suis très content, en fait, qu'elle m'ait invité aujourd'hui à parler à ce colloque, parce qu'en fait, j'ai la même position. Je suis le seul en jeux vidéo. Donc, j'apporte cet aspect-là des médiums qui est quand même assez de notre réalité contemporaine. Par contre, j'ai eu le défi d'essayer de trouver une réalité qui est typiquement vidéoludique, en fait, parce que je me disais que dans ce colloque-ci, il allait y avoir beaucoup d'éléments des séries télé, du cinéma, de la littérature qui allait sortir, peut-être bande dessinée, finalement un peu moins, mais quand même, on l'a abordé un peu. Donc, je me suis dit, je vais parler des mods dans les jeux vidéo. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de c'est quoi un mod ou de modding dans les jeux vidéo? Quand même à peu près 15% de la salle, donc c'est pas une réalité très connue. Mais pourquoi s'y intéresser? En fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est une petite citation, en fait, du plus gros site de modding de tout jeu vidéo confondu. Moi, je vais m'intéresser plus à la production Bethesda aujourd'hui, qui est une compagnie. Nous hébergeons 216 000 dossiers pour 673 jeux de 90 000 auteurs qui sert 16 millions d'abonnés ou de membres avec 3 milliards de téléchargements. C'est énorme. Donc, c'est un phénomène qui, selon moi, mérite qu'on s'y intéresse. Donc, mon plan de la séance, en fait, est assez modeste. En fait, je vais juste présenter en premier abord c'est quoi un mod. Je m'attendais à ce que ça ne soit pas vraiment une réalité très connue. Donc, je vais présenter c'est quoi, en fait, le modding dans les jeux vidéo. Après, je vais montrer dans l'intervalle sériel comment que ça se sépare, ça prend de l'ampleur entre deux épisodes d'une même série. Et après, je vais démontrer en fait qu'il y a une certaine relation qui va se créer en fait avec la communauté des modeurs qui vient plus d'une communauté de fans. Donc, c'est des productions de fans à la base. Et comment que l'industrie en fait va reprendre ces communautés de fans-là puis va essayer de faire son chiffre d'affaires avec ça, va proposer des extensions suivant cela. Donc, après une petite conclusion. Donc, c'est quoi un mod? Un mod, c'est très, très simple. C'est une création ou une modification d'un logiciel existant. Par exemple, si j'ajoute du contenu dans un jeu, si je modifie du contenu dans un jeu, on va appeler ça un mod. C'est une petite extension que la personne va télécharger et c'est possible à cause de la réalité, en fait, que c'est un logiciel. Donc, quand que vous achetez un jeu vidéo, vous avez accès à toute l'entièreté de ce qui est dans le jeu. C'est comme si je vous dirais, non seulement vous pourriez reprendre votre film préféré, refaire du montage avec, donc changer les scènes de place, mais en plus, je pourrais vous dire, oui, mais vous pouvez déplacer les acteurs, vous pouvez modifier la mise en scène dans les plans. Fait qu'il y a quand même un énorme contrôle de la part des développeurs sur cet aspect-là. Et en fait, c'est devenu une activité reconnue. Donc, quand on parle de modding, c'est l'activité de modder un jeu. Et ceux qui se mettent dans cette activité-là, en fait, sont appelés les moddeurs. Là, j'ai mis quelques exemples, en fait, parce que qu'est-ce qui est intéressant avec les mods, c'est que ça a un certain niveau d'accessibilité, en fait, pour les utilisateurs, parce qu'il y a énormément de développeurs qui vont donner des outils de modding avec leur jeu. Par exemple, pour l'exemple du bas, j'ai mis Lore Runner, qui est sorti en 1983. C'est le plus vieil exemple que j'ai trouvé jusqu'à date. Lui, un petit peu plus à droite, exact, c'est Warcraft 3, qui est un éditeur, en fait, que moi-même j'ai utilisé assez fréquemment dans ma vie. Et en haut, c'est un éditeur de Skyrim. Ces trois logiciels-là ont été fournis avec le jeu vidéo qui était associé. Donc, concrètement, en tant que moi, petit de 10 ans qui achète Warcraft 3, en fait, j'ai accès à cet éditeur-là qui me permet littéralement, si je le veux, de refaire le jeu au complet. Donc, tout est dedans, tous les modèles sont dedans, tous les processus sont dedans, toutes les variables sont dedans, je peux tout refaire, ou même plus encore, créer. Par exemple, s'il y en a qui connaissent le jeu League of Legends, c'est un style MOBA, en fait, qui vient de l'éditeur de Warcraft 3. Il y a quelqu'un qui a fait une carte personnalisée et ça a créé carrément un genre vidéoludique à part entière qui est très, très, très utilisé aujourd'hui.
Donc, moi, je vais m'intéresser plus à la série Bethesda parce que c'est une série que j'affectionne particulièrement et aussi elle s'intègre dans une sérialité qui est quand même assez concise. Il y a d'autres objets qui viennent se greffer à ça, comme par exemple The Elder Scrolls Online, que quelques personnes en fait ont peut-être vu passer que mon titre a changé un peu parce que mon sujet a changé un peu en cours de route. Mais là, le 6 est annoncé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Il a été annoncé à l'E3, donc il y en a beaucoup qui l'attendent. Mais moi, qu'est-ce que je vais m'intéresser, en fait, c'est la communauté des modeurs qui se retrouve dans les intervalles. Parce que pour pouvoir modifier un jeu, le jeu doit être sorti. C'est un peu contre-intuitif de dire je vais modifier un jeu qui n'est pas sorti. Oui. Et habituellement, là, je vais en parler un petit peu plus tard, mais il y a un principe de migration de la communauté des modeurs. La communauté de fans, par exemple, quand que Oblivion sort, la communauté qui était sur Morrowind, qui était l'épisode précédent, va migrer vers le nouvel opus, et etc. Donc, en fait, les communautés des modeurs, vu que c'est des communautés de fans à la base, vont également migrer d'un jeu à l'autre dans la série. Et je vais parler également des activités des développeurs, parce que les développeurs, dans ces intervalles-là, par rapport à ces communautés-là, sont également très actifs sur la communauté de qu'est-ce qu'ils produisent. Désolé de la formulation. Donc, intervalle et communauté. Donc, je vais montrer concrètement c'est quoi un mod. Parce que là, je viens d'expliquer un peu c'est quoi. C'est une modification, d'accord. Je peux modifier la mise en scène, d'accord. Je peux rajouter du contenu, d'accord. Mais concrètement, ça ressemble à quoi un mod en temps réel? Je vais vous montrer un exemple d'un mod qui est sorti 3 semaines après la sortie du jeu Fallout 4. Fallout 4, c'est un jeu qui ressemble un peu à l'univers de Mad Max, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire c'est un univers post-apocalyptique dans une Amérique, en fait, qui s'est fait bombarder dans les années 30 ou 40 par des bombes atomiques. Et ils ont pris refuge souterrain. Et en fait, le jeu se passe que ton personnage quitte son refuge souterrain, se promène dans le wasteland. Il y a des radiations, il y a des monstres, il y a des mutants. Donc, il y a des armes à feu pour se défendre. Et en fait, l'exemple que je vais vous montrer, c'est une modification d'une arme qui est assez emblématique du jeu. Ça s'appelle le Fat Man. Qu'est-ce que c'est? C'est un lance-grenade, mais la grenade, c'est une mini-bombe nucléaire. Ni plus ni moins, quand même. Ça fait un petit mushroom comme qu'on s'y attend. Et en fait, je vais vous demander de porter attention à la petite bombe qui est appelée une nuke dans la vidéo. Donc, regardez qu'est-ce que le modeur a décidé de faire avec cette petite bombe. The man, the myth, the legend of Skyrim modding is here to grace us with his modding expertise. One of the most advanced mods so far. This is Atom Bomb Baby by Train Whistle. A mod that replaces the mini nuke of the Fat Man with Sean. Because why the fuck not? And I say this in advance because this is the first mod that replaces the meshes with something else. This is like the Bear Spiders of Skyrim Mods Weekly #1. It's revolutionary, it's ahead of its time, and it's also domestic abuse. But that doesn't matter. J'adore mon métier en passant. Franchement, là, c'est dur à battre en ce moment. Mais qu'est-ce que le modeur a décidé de faire? En fait, c'est très très simple qu'est-ce qu'il a fait. Dans le jeu, il y a un modèle d'un bébé qui s'appelle Sean. Il y a également le modèle du Fat Man, qui est une arme. Il s'est dit, je vais prendre les deux, puis je vais faire un Fat Man qui tire des bébés. C'est super simple comme modification, c'est très facile à faire. Il l'a même fait avant que le logiciel de modding de l'industrie lui soit donné, en fait. Parce que en fait, Bethesda a retardé un peu la sortie du Creation Toolkit, qui est en fait son logiciel d'édition. Donc, puis en passant, je tiens à souligner, en fait, qu'est-ce que je vous ai montré, c'est une vidéo YouTube qui a quand même à peu près 1 million de vues par vidéo à chaque fois qu'il sort, et depuis, je dirais, 7 ans, il commente les mods qui sortent de ces jeux-là. Donc, c'est quand même assez intéressant qu'il y ait une communauté de fans qui jouent au jeu, il y a une communauté de modeurs qui modifient les jeux, puis il y a une communauté de YouTubers qui commentent la communauté de modeurs qui modifie le jeu. Donc, on voit qu'il y a quand même un bon écosystème rendu. Donc, je tiens à préciser en fait que la personne qui a fait ce mod, en fait, il a une certaine réputation auprès de Bethesda, c'est-à-dire qu'il n'a pas modifié seulement que Fallout 4. En fait, il est actif dans toute la sphère Bethesda, parce que les communautés des modeurs, il y a une certaine concomitance en fait de leur production dans une même franchise en fait. Donc, concrètement, Fallout 4, univers post-apocalyptique, relativement contemporain, avec des armes à feu. Skyrim plus fantastique, avec des dragons, des choses comme ça. Oblivion, même chose, pas de dragons. Et
il va se promener en fait de franchise en franchise. Puis en fait, TrainWiz, c'est parce qu'il aime les trains. En fait, il a proposé à plusieurs égards des modifications de jeu qui rajoutaient des gares, qui rajoutaient des trains. Donc en fait, pour vous dire, il n'y en a pas dans le jeu. Donc c'est assez simplet, mais quand même, il s'est fait sa marque de commerce avec ça. Le bébé n'a aucun rapport avec le reste de sa production. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Ça a été bien apprécié, par contre, je vous le dis tout de suite. Fait qu'on voit que, par contre, dans Bethesda, il va se promener. Mais habituellement, les modeurs vont quand même avoir une franchise de prédilection. Ils vont se promener dans ces titres, mais ils ne vont pas nécessairement sortir de ces titres-là. Ce qui veut dire que, mettons, il y a une communauté de modding dans Minecraft, qui est également assez connue. Les communautés de Bethesda, en fait, ne vont pas migrer vers Minecraft. Ça ne se mélangera pas vraiment. Même, en fait, ça va sur les forums de discussion, ça va dire quelques taquineries de temps à autre, qui sont quand même aussi très appréciés. Donc, là, je vais donner quelques exemples de modes. En fait, il y a des projets d'envergure. Par exemple, celui-ci, chaque, en fait, jeu de Bethesda, dans le cas de The Elder Scrolls, qui est mon sujet de mon ancien titre, c'est toujours centré sur une province, en fait. Et mettons, ce projet-là qui s'appelle, je me souviens même, Beyond Skyrim, c'est de reproduire toutes les provinces dans Skyrim. Donc, c'est vraiment... Bethesda a fait un jeu, mettons, c'est 10% de la carte. Eux, ils veulent faire le 90% autre. Donc, vraiment un énorme projet de développement. Il y en a des plus modestes, comme, mettons, des modes fonctionnels. Là, en fait, c'est avec mode sur la gauche et sans mode sur la droite. Il a changé la texture du sol. C'est pas très visible. On ne parlera pas au niveau esthétique si ça apporte quelque chose ou pas. C'est pas tant le point ici. Mais en fait, ce qui est intéressant avec ce mode-là, c'est que ça fait gagner 25% de performance. Il est plus léger que la texture de base. Juste pour faire un petit contexte, ce que je veux dire par performance, c'est qu'au cinéma, en fait, les images par seconde sont fixes. Par exemple, 24, 30, 60. En jeu vidéo, c'est très variable. C'est souvent deux facteurs. Un, la puissance de l'ordinateur. Ou deux, qu'est-ce qui se passe à l'écran. S'il y a trop de choses qui se passent à l'écran, les images par seconde vont baisser. Puis s'il y a vraiment trop de choses qui se passent à l'écran, en fait, on peut baisser en deçà des 12 images par seconde, ce qui fait en sorte que ça commence à être plus du photo... à photo, donc ça devient injouable. Mais ce mode-là, en réduisant le besoin de performance, en fait, permet d'avoir plus d'images par seconde. Et également, il y a toute la relation, en fait, avec là, on ne voit pas grand-chose, mais la communauté des modeurs a fait une maison qui est Saucisse Castle sur la gauche, et Bethesda a sorti une extension du jeu sur la droite qui présentait également une nouvelle maison aux joueurs. Les deux sont de très bonne qualité. La différence, c'est que Saucisse Castle est gratuit. Parce que la communauté des modeurs déteste faire payer ses mods. C'est une communauté de bénévoles, si on veut. Donc, concrètement, Homestead coûte, je ne me trompe pas, 5,49. Puis l'autre est gratuit. Puis l'autre, c'est un parmi tant d'autres. Il y en a plein d'autres dans la communauté. Donc, en fait, ça m'apporte à l'idée de l'intervalle et l'industrie. Qu'est-ce qu'elle fait avec, en fait, ces produits-là, en fait? Parce que pour un jeu vidéo, c'est payant de créer des extensions. Parce que les extensions coûtent toujours moins cher à produire que le jeu original. Parce que le moteur a déjà été fait, les modèles ont déjà été faits, tout le gros du travail est déjà fait. Donc, sortir une extension, pour eux, c'est payant. Mais là, ils doivent rivaliser avec une communauté qui ne demande pas d'argent. Puis même, en fait, ils ont déjà essayé de monétariser les mods, dire aux modeurs, vous pouvez, si vous voulez, mettre des coûts sur le téléchargement de vos mods. Et les modeurs ils ont mis à feu et à sang les internets. Ils ont fait, on ne veut pas ça, on est des créateurs, on est créatifs, on ne veut pas commencer à faire payer nos mods. Il y a des gens qui vont sortir des mods à 99 cents qui n'auront pas d'allure, ils n'auront aucune qualité. En tout cas, les arguments se valent tous. Mais il y a quand même cet aspect-là de compétition. Comment que les compagnies font pour gérer cet aspect compétitif-là, en fait, c'est qu'ils font des compétitions. Simple, on ne cherche pas loin. En fait, il y a deux types de compétitions. Il y a celle faite par les communautés, c'est-à-dire qu'on va essayer de revigorer la communauté des modeurs en disant on va faire un tournoi, on prend toutes les entrées, puis on essaie de faire la plus belle arme ou la plus belle maison ou des choses comme ça. Donc, on va essayer de revigorer la communauté. Et en fait, j'ai trouvé un exemple, c'est le plus gros que j'ai vu en fait, mais Unreal a fait un mod contest qu'il y avait au-dessus de 1 million de dollars à gagner en prix. Donc, on voit que c'est quand même pas rien. Sauf que pour les compagnies qui décident de faire ça, ça permet, entre autres, de contrôler la production. Parce que quand tu demandes à des gens de faire des mods, tu leur demandes un certain éthique, si on veut, ou tu les guides. Et en même temps, toi, ça peut faire du repêchage. C'est arrivé quand même assez fréquemment qu'un modeur se distingue des autres, sa qualité est exceptionnelle, donc il devient un employé de Bethesda après. Ou sinon, ils prennent son mod puis ils le vendent à la place. Ça aussi, ça arrive, mais ça, c'est une autre histoire.
Il y a beaucoup de plateformes, là, je vais aller vite. Les 3 principales que moi j'ai regardées, c'est Nexus Mod, le site officiel de Bethesda qui est en bas, et Steam Workshop qui a permis en fait la popularisation du modding, parce qu'il y avait toujours le problème que ça faisait planter ton ordinateur quand tu installais un mod parce que c'était pas stable. Mais là, avec Steam qui permet en fait le téléchargement et l'installation automatique des mods comme si c'était une mise à jour officielle de la compagnie, ça permet de justement populariser cette utilisation-là. Et ça, c'est surtout le plus gros, les mods font une extension de la vie des jeux comme c'est pas possible. Skyrim, et là je suis allé chercher le chiffre hier soir, cette semaine, il y a 103 mods qui ont été produits. Le jeu est sorti en 2011. Ça fait quand même 8 ans que le jeu roule. Ça fait 8 ans qu'il y a une communauté de modeurs qui produisent continuellement du nouveau contenu pour le jeu et une communauté qui consomme cette production-là. Donc, c'est quand même assez conséquent. Souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'effet de migration qui va arriver. En fait, là, actuellement, le dernier opus de la série, c'est Skyrim, pour le moment, mais le 6 a été annoncé. Donc, habituellement, quand le 6 va sortir, toute la communauté de modeurs de Skyrim va migrer vers le nouvel opus qui va suivre avec toute la communauté des fans et ça va recontinuer un cycle comme ça. Donc, en conclusion, on voit une certaine qualité d'hybridation entre, en fait, l'industrie et une communauté de fans productrices de contenu. C'est quand même, l'un ne nécrose pas nécessairement l'autre, l'autre enrichit du mieux qu'il peut l'expérience que l'autre a voulu faire. Donc, le problème actuellement que je considère, c'est que c'est quand même excessivement évolutif comme phénomène. C'est dur à scinder. Comme je vous l'ai dit, juste cette semaine, il y a 103 mods qui ont été produits. Comment qu'on crée une méthodologie pour analyser ces choses-là, c'est quand même une grosse question que je n'ai pas de réponse. Donc, merci. Oui, Marcelo. Merci beaucoup, je ne connaissais pas du tout ce monde, donc merci de nous y avoir initié, je pense, pour plusieurs d'entre nous. J'ai 2 questions de détails, mais pas tant que ça, pour comprendre ces rapports entre justement industrie et usagers ou public. La question des licences. Ce code, il est normalement, j'imagine, sous copyright, et donc les modifications, elles appartiennent à qui ? Et donc, comment est réglementé tout ça au niveau des licences? Et la deuxième question qui est liée, c'est à quoi les modeurs modernes ont accès? Juste au code lui-même, un code précompilé, et puis qui peuvent éditer avec seulement l'éditeur qui est donné. Voilà, je voudrais comprendre un petit peu à quel point la créativité des modeurs est véhiculée par l'industrie et à quel point ils peuvent vraiment hacker les trucs, puis c'est l'approprier, et même légalement à côté, quelles sont les contraintes? Bien, Bethesda, en fait, propose sur son site officiel, le développeur en fait, du jeu, propose d'héberger ces modifications du jeu-là. Donc, il y a une certaine acceptation de ces modifications-là. Encore là, il n'est pas arrivé, à ma connaissance, qu'un mod devienne si populaire et payant, en guillemets, donc le modeur a décidé de faire payer son jeu, qui commençait à nécroser les profits de Bethesda. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr que quand on décide d'utiliser l'éditeur de Bethesda, qui est donné par la compagnie, par le développeur, il y a un certain droit, en fait, Bethesda, sur tes créations. C'est juste que si ça vient juste réactualiser la sphère de fans, pour eux, c'est bénéfique. Mais j'ai pas de difficulté à croire, comme dans le cas des compétitions, en fait, c'est s'ils considèrent qu'un mode est très populaire, ils peuvent le reprendre pour eux, c'est dit dans le contrat d'utilisation. S'ils voient qu'il y a un mode qui commence à copier un peu trop le jeu, là, il y a le copyright qui embarque aussi. Donc, à l'utilisation en fait d'un éditeur, il y a toujours la petite boîte qui apparaît, vous acceptez puis là c'est 32 pages, personne ne le lit, puis ils disent accepter. Les 32 pages, ils couvrent en fait Bethesda sur ces utilisations-là qui pourraient venir le nuire. À date, c'est pas tant arrivé. Donc, ils n'ont pas eu à agir, mais ils se permettent légalement d'agir pareil. Mais eux, ils peuvent récupérer la modification. Exact, mais ils peuvent la canceller, ils peuvent l'enlever des internets, ils peuvent faire des recours légaux comme n'importe quel autre recours légal qu'il y aurait. Là, après, il y a le problème d'Internet qui réussit à sauvegarder tout. Donc, si le mode est parti dans les airs, puis ils veulent l'enlever, ils ont cet autre problème. Mais au niveau légal, ils prennent quand même des directives. Moi j'ai une question, on avait une discussion avec Simon et Martha à la fin du colloque, et puis Martha m'avait posé une question sur
après une conférence sur, enfin une communication sur Star Trek, finalement la collaboration, la communication entre des films fan-made et puis les canons officiels d'une franchise de studio. Et moi je disais qu'au niveau hollywoodien, il y a une certaine imperméabilité entre les deux, même si par contre on pouvait avoir des désirs des fans que les studios reprennent. Et donc on avait parlé après le colloque du personnage de Khan que les fans voulaient absolument retrouver dans Star Trek et qui avait ce qui avait abouti à ce que le studio fasse Into Darkness en 2013. Et là-dessus, moi j'ai l'impression qu'au niveau vidéoludique, il y a peut-être plus de collaboration, et c'est ça que je voulais te demander. Est-ce qu'il y a plus de collaboration entre le studio et les fans qui font des mods, les modeurs? Il y a peut-être une communication qui est plus facile, les studios peuvent intégrer les mods dans leur canon officiel. Tu avais cité un exemple des MOBA qui viennent de Warcraft 3. Donc voilà, est-ce que au niveau de l'histoire du jeu vidéo, est-ce que tu dirais que en ça, le jeu vidéo est en avance sur le cinéma et les séries? Est-ce qu'il y a plus de communication entre les studios de jeux vidéo et les fans, ou alors ça reste deux mondes différents quand même? Dire qu'il est en avance, je suis pas certain. Par contre, qu'est-ce que je sais, c'est que qu'est-ce qui est intéressant avec le jeu vidéo, en fait, c'est qu'il est né numérique. Ça, c'est super intéressant à analyser. Donc, concrètement, des questions qu'on se pose en télévision ou en cinéma sur la numérisation des contenus, le jeu vidéo, ça ne le pose pas vraiment parce qu'il est né là-dedans. Il y a quelques exemples de jeux vidéo analogiques dans les tout débuts, mais c'est du cas par cas. Donc, nous, on parle plus, en fait, de la part de la connexion Internet, du partage rapide et tout ça. Pour la communication plus facile, c'est sûr que, étant donné qu'il héberge, c'est comme un peu si Star Trek faisait un site pour son film, et il mettrait en fait une section commentaires sur son site. Ça lui permettrait en fait d'avoir un échange avec les créateurs de contenu alternatifs, s'il permet des fanfictions par exemple, ou des choses comme ça. Donc un certain échange de trucs. Dans le jeu vidéo, vu qu'ils font leur plateforme eux-mêmes et ils ont accès aux autres plateformes de partage, c'est très facile de monitorer, par exemple, quel mode a été le plus téléchargé cette semaine, ou dans le mois, ou de tous les temps. Donc, en fait, mon hypothèse, puis là, c'est totalement subjectif, quand ils sortent l'extension Artfire, qui permet aux joueurs de créer sa maison, c'est qu'ils ont remarqué sur les plateformes de modding qu'il y avait énormément de modeurs qui prenaient la peine de faire des maisons alternatives à ceux qui étaient présents dans le jeu. Et les joueurs, en fait, c'était les plus endossés, c'est eux qui avaient le plus de téléchargements et c'est eux qui avaient le plus de commentaires. Donc, c'est sûr qu'ils ont accès à ce bassin de fans-là, mais communication bilatérale, plus que tu voulais parler, ou un échange vraiment... Une collaboration, à savoir est-ce que les studios vont se dire ce mode-là, on va l'intégrer à notre jeu, à l'extension du jeu, parce qu'il y a beaucoup, le jeu vidéo et contrairement, peut-être différent aussi des films, les jeux vidéo sortent plus finis aujourd'hui, à l'inverse d'avant, et puis ils sortent une extension qui va compléter le jeu vidéo. Souvent, ça fonctionne il faudrait, je crois, faire une étude de cas, mais s'ils s'inspirent fortement d'une production, je ne crois pas qu'ils vont s'en vanter. Donc, ils ne vont pas donner crédit à la chose. Donc il y a la même, quand même, il y a toujours le même... Ouais, exact. C'est, par exemple, Artfire, en fait, quand ils l'ont sorti, il n'y avait aucune référence à la communauté des modding, alors que les modeurs, en fait, ont vu énormément de points communs. Par exemple, l'utilisation de mécaniques très simples pour meubler sa maison de manière plus libre. Il n'y avait pas ça dans le jeu de base. Les modeurs l'ont intégré. Puis après, Bethesda a sorti un mode qui était, on va dire, en symbiose avec cette idée-là. Mais Bethesda ne dit pas qu'il s'inspire d'eux. Donc, c'est pour ça que je dis une communication, une auto-influence peut-être. Parce que quand il y a une nouvelle extension de Bethesda sort, en fait, les modeurs doivent quelquefois refaire leur mode au complet. Parce que, en fait, ça fait des altérations au jeu, donc des fois, les modes ne sont plus compatibles avec la nouvelle version, donc ils sont obligés de refaire leur truc. Ou, par exemple, quelqu'un a mis une maison à cet endroit-là dans une nouvelle extension, mais là, la maison était déjà là, donc là, il y a un conflit, les deux sont à la même endroit au même moment. Donc, mais des communications bilatérales, je considère qu'il n'y en a pas. De l'auto-influence, ça semble évident. Mais c'est ça, je n'ai pas nécessairement de preuves de ça. Deux questions, monsieur, puis monsieur. C'est juste pour amener un point, parce que je connais bien quand même en jeu vidéo, c'est pour mentionner ce que vous vouliez dire rapidement, c'est peut-être pas dans le cas des mods, il n'y a pas
peut-être pas tant de collaboration au bout du compte de ce côté-là, mais dans l'industrie du jeu vidéo, ça arrive énormément souvent, puisqu'un jeu peut être en construction et justement, comme mentionnait Christopher, très modifiable. Parce qu'un jeu vidéo, on peut le modifier vu que c'est purement numérique. Les personnages ont des animations des fois très scriptées, mais qui peuvent être modifiées très facilement. Les mises en scène peuvent changer de tout au tout. On peut même changer la fin d'un jeu. Vraiment, un film, par exemple, sur DVD, ça se fait pas très facilement. Et il y a beaucoup de développeurs qui prennent le parti pris, justement, collaboratif avec les communautés, d'avoir du feedback et de modifier leur jeu en conséquence dans des longs développements, justement. Donc, le jeu soit fini, étampé, terminé, il va y avoir beaucoup de commentaires et de collaboration entre le développeur et la communauté qui vont faire beaucoup d'échanges pour que le jeu soit plus, on va dire, sculpté par les fans, en quelque sorte, soit affecté beaucoup par les fans et par les gens qui veulent y jouer, justement, qui veulent jouer d'une certaine manière. C'est juste pour emmener ça. Si je peux répondre, en fait, c'est vrai qu'au niveau de la communauté de la scène indépendante, par exemple, les jeux sont disponibles avant la sortie pour les joueurs et les joueurs peuvent donner du feedback systématique sur le contenu. Par exemple, cette nouvelle fonctionnalité-là dans le jeu, par exemple, je peux construire une maison, je sais que je reviens toujours avec cet exemple-là, mais je ne l'ai pas aimé, ben, les développeurs vont faire « Ah, mais d'accord, on va peut-être l'enlever. » Donc, il y a vraiment, à ce niveau-là, il y a sûrement une communication. Dans le cas de Bethesda, c'est une grosse compagnie, c'est un AAA, il y a beaucoup d'argent, donc il est autosuffisant en lui-même. Mais pour les petites compagnies, ça arrive très fréquemment qu'il y ait une influence mutuelle, puis c'est presque une co-création, en fait, rendu là du jeu. Oui, justement, sur cette dernière remarque, il me semble qu'il y a un élément très important dans l'histoire du modding, c'est que à l'origine, en réalité, tout le jeu vidéo était du modding. C'est-à-dire que quand le jeu vidéo d'ordinateur, je parle, était distribué sur cassette audio, et que les journaux proposaient des listings qui permettaient soi-même de constituer son jeu vidéo, ils proposaient également des alternatives qui permettaient de se les approprier. Et dans les jeux vidéo commercialisés, en fait, ils étaient tous des variantes les uns des autres, d'un code extrêmement simple, on était dans une forme d'artisanat. Et en fait, on a vu progressivement la pratique du modding se transformer au moment des disquettes avec ID Software, etc., qui était encore dans une forme, c'était l'époque de MS-DOS où il fallait quand même rentrer soi-même des éléments de paramétrage du boot, du BIOS, etc., pour pouvoir lancer le jeu. Et donc, il y avait une dimension de modding dans la possibilité même sur un PC de lancer un jeu vidéo. Et on voit bien en fait que là, ce qui se produit, c'est la transformation du modding de cette culture du maker, de la collaboration, du bricolage, vers quelque chose qui ressemble beaucoup plus aux industries culturelles, c'est-à-dire un modèle de Jenkins, de assimilation des fans. Mais le mot fan me semble être une sorte de reconfiguration d'une pratique qui, à partir du vocabulaire et des logiques qui sont ceux des industries culturelles et qui n'étaient pas ceux de l'origine, qui étaient beaucoup plus une logique du maker, et ce que je vois vraiment d'intéressant dans ce que vous évoquez ici, c'est combien en fait on voit que les choses se transforment selon une logique beaucoup plus proche de celle des grosses industries créatives, dans une histoire relativement courte en fait. Exact. En fait, vous énumérez en fait niveau historique, en fait, j'ai pas vraiment accès, mais c'est vrai que dans les balbutiements du jeu vidéo, il y avait cette idée-là que je faisais un jeu chez moi sur mon Apple II. Je le copiais sur 4 cassettes qui me prenaient 13 heures, puis après ça, j'allais voir le Radio Shack de mon quartier, puis je lui disais « Pouvez-vous vendre mes 4 copies de mon jeu, s'il vous plaît? » Puis là, il disait oui, parce qu'il était nice à l'époque. Et là, tu avais une vente. En fait, si je ne me trompe pas, la série des Ultimaires, qui est une série d'anthologie pour le jeu vidéo, en fait, a commencé comme ça. Le développeur faisait des petites disquettes, les amenait à son Radio Shack du coin, ça a été vendu, c'est devenu populaire. Donc oui, il y a cet aspect-là, certainement, de l'artisanat de la chose aussi, au niveau créatif aussi. Il n'y a pas les contingences économiques qu'il y a actuellement. Le plus gros développement de jeu, le plus dispendieux du moins, récemment, c'est Destiny qui a coûté 500 millions de dollars. Avoir des petits modeurs qui font des petites modifications dans un jeu à 500 millions de dollars, les budgets éclatent rendus là. C'est risqué. Et dans cette institutionnalisation du modding et dans ce contrôle, des jeux comme GTA, etc., qui intègrent des possibilités d'appropriation, ou Minecraft, qui portent en eux-mêmes des possibilités de faux modding, en fait, de modding programmé à l'intérieur, montrent en fait combien la logique de prise de contrôle par les industries créatives de pratiques libres est vraiment une reconfiguration à partir du modèle, disons, de la fameuse histoire de Warner Bros, Jenkins, que raconte Jenkins pour Harry Potter, etc.
Mais c'est très intéressant en fait parce que ça fait un lien directement avec mon sujet d'étude à moi qui est les simulations de survie, qui est très découlé des jeux tout comme Minecraft en fait que certains appellent les editor games. Donc vraiment l'idée d'édition, donc concrètement l'idée d'un éditeur de cartes entre guillemets ou d'un éditeur de niveau en fait c'est la mécanique de jeu principale. Minecraft n'a pas d'éditeur de niveau, ça serait un peu pointless, désolé de l'anglicisme. Mais pourquoi? Parce que le jeu, en fait, c'est de l'édition de terrain. Puis même, il y a un mode créatif qui permet de juste avoir le libre arbitre sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, j'avoue que c'est même, en fait, cette pulsion de modèle jeu, en fait, est devenue une mécanique de jeu pour certains corpus. Donc, c'est très intéressant.